Dans Fallout, le personnage de Cooper Howard est acteur à Hollywood. Il est particulièrement fier de l'un de ses films titré A Man and His Dog. Saviez-vous que c'est un clin d'œil très méta à un film ayant inspiré l'univers des jeux vidéo? C'est parti pour l'analyse critique de la série Fallout. Cette critique sera d'abord sans spoiler puis avec des illustrations notamment tirées des bandes annonces. Fallout faisait partie de ma sélection des séries à voir en 2024 aux côtés de Shogun ou encore Le Problème à 3 corps. En 8 épisodes bien dodus, Jonathan Nolan et compagnie parviennent à saisir l'esprit très particulier des jeux vidéo dont ils s'inspirent, sans jamais perdre pour autant les néophytes, et ça c'est déjà un joli tour de force. Pour rappel, le monde de Fallout est un mélange de post-apocalyptique et de rétrofuturisme atom-punk, inspiré par une ambiance années 50. Si le présent de l'action se déroule en 2297, dans la série on suit aussi une trame qui se tient en 2077 alors que des frappes nucléaires dévastent la surface de la Terre, tuant des milliards d'humains, encore plus d'animaux n'ayant rien demandé, et laissant une terrible radiation pour les siècles à venir. Cette année 2077 n'est pas censée correspondre à notre futur, comme je le soulignais, en utilisant le terme de rétrofuturisme. On se situe dans des États-Unis d'Amérique restés très proches des idéologies fortes des années 50, avec une chasse aux sorcières contre les supposés communistes parmi les citoyens, et une foi presque inébranlable envers le progrès scientifique, notamment en s'appuyant sur l'atome. Il faut notamment souligner les abris commercialisés par la société Vault-Tec en prévision de l'éventuelle apocalypse nucléaire. Les jeux vidéo Fallout se caractérisent par un mélange entre des situations horribles, des factions multiples de survivants, des secrets et manipulations remontant parfois à avant la guerre nucléaire, le tout parsemé d'un humour à la fois étrange et volontairement ringard ou absurde. Je n'ai jamais joué aux jeux Fallout, mais j'étais déjà familier de leurs univers et thématiques pour avoir effectué des recherches sur le sujet. On retrouve toutes ces caractéristiques dans la série qui multiplient les clins d'œil, parfois super spécifiques aux jeux vidéo, tout en prenant bien soin de ne jamais perdre le spectateur découvrant totalement cet univers riche de possibilités. Si vous hésitez à regarder, je vous la conseille presque sans réserve, si ce n'est une certaine violence graphique qui pourra rebuter les âmes sensibles, et quelques défauts qui sont certes présents, mais largement en retrait face aux nombreuses qualités de cette saison enthousiasmante. C'est en suivant 4 points de vue que nous découvrons les terres désolées de la surface et les abris souterrains. Là où la série fait vraiment fort, c'est en proposant des protagonistes intéressants qui gagnent en épaisseur au fil du récit, tout en construisant visuellement un univers parvenant à être à la fois bizarre et crédible, ce qui était sans doute un équilibre des plus délicats à atteindre. La distribution est extrêmement solide et si je devais choisir un favori, ce serait sans doute Walton Goggins, qu'on retrouve dans un double rôle. Et ici, j'ai envie de dresser un parallèle avec Westworld, qu'on doit aussi bien sûr à Jonathan Nolan et Lisa Joy, entre autres, mais il s'agit d'un énorme spoiler pour la première saison de Westworld, et Dieu sait que je ne voudrais pas vous gâcher cette première saison de Westworld si vous n'avez encore jamais vu cette merveille. Donc pour éviter ce spoiler Westworld, rendez-vous au temps de la vidéo indiquée en bas de l'écran. Donc nous sommes maintenant ici entre personnes ayant vu au minimum l'intégralité de la première saison de Westworld, et le personnage de Cooper Howard m'a fait un peu penser à celui de William. En effet, on va suivre le personnage au passé alors qu'il a encore une famille et certains idéaux ou illusions, puis au présent alors qu'il est devenu un tueur presque sans pitié. Bien évidemment, il y a des tas de différences entre les deux personnages, et on constate malgré tout que la Goule a conservé plus d'humanité que l'homme en noir. Walton Goggins interprète donc Cooper Howard, un acteur de western que son épouse Barb parviendra à convaincre de se lancer pour la première fois dans de la publicité pour les abris de la société Vault-Tec dont elle est cadre. 2 siècles plus tard, Cooper est toujours fringant, mais il ne sait pas correctement hydrater la peau et marque un peu son âge. Suivre ce personnage est toujours un régal car l'acteur énergise de sa présence la moindre de ses scènes, mais à choisir, j'ai tout particulièrement apprécié les scènes du passé qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur ce monde d'avant la dévastation nucléaire. Et dans ce passé, donc chez les Howard, on trouve notamment une grande affiche qui indique la fierté de l'acteur pour l'un de ses succès, un film ayant pour titre A Man and His Dog. Outre la relation spéciale entretenue par Cooper avec son chien, voire ses chiens, ce clin d'œil va nettement plus loin, puisqu'il s'agit en réalité d'une référence à un film appelé Apocalypse 2024 en français. En VO, ce film s'appelle A Boy and His Dog. C'est un film plutôt méconnu de 1976 avec Don Johnson dans le rôle principal, et oui, le futur Sonny Crockett de Deux flics à Miami. Et il s'agit surtout de l'une des inspirations à l'origine des jeux Fallout, comme a pu l'indiquer l'un de ses développeurs. Je ne vais pas m'étendre sur le scénario du film qui semble pour le moins discutable, mais on y trouve l'idée de survivants amoureux
dans une Amérique dévastée et des abris souterrains cachant de sombres secrets. Poursuivons sur la distribution avec Ella Purnell dans le rôle de Lucy, fille du superviseur de l'abri 33, Hank McLean, joué par Kyle MacLachlan. Lucy sera notre principal intermédiaire pour marquer la différence entre les abris et la surface. Lucy incarne aussi l'alter ego qu'un joueur de Fallout pourrait parfaitement créer en tant que personnage principal pour se lancer dans l'un des divers jeux de rôle de la licence. Ella Purnell s'est déjà distinguée dans Yellow Jacket notamment, et en voix de Powder dans l'excellente série animée Arcane sur Netflix, que vous devez voir au plus vite si ce n'est pas déjà fait, autant que la saison 2 arrivera normalement en fin d'année. Avec ce nouveau tour de force dans Fallout, je serais fort étonné qu'on ne retrouve pas Ella Purnell en tête d'affiche au cinéma dans les années à venir. Quoi qu'il en soit, elle incarne à merveille le cliché de la nouvelle venue naïve, tout en retournant certains de ces clichés justement, de par sa liberté sexuelle, sa capacité d'adaptation, mais aussi la façon dont elle parvient à maintenir certaines valeurs morales fondamentales face aux horreurs de la surface ou de sa propre histoire. Les deux autres points de vue nous sont offerts par les personnages de Maximus et Norm, un aspirant de la confrérie de l'acier pour l'un et le frère de Lucy pour l'autre. Interprétés respectivement par Aaron Moton et Moises Arias, les deux personnages proposent des visions différentes, complémentaires et nuancées de ce qu'un homme peut tenter de faire, à son échelle et en commettant parfois des erreurs, dans un tel monde. J'ai pu voir, c'est vrai, passer des critiques négatives sur certains aspects visuels de la série, comme des effets numériques par exemple, ou encore le rendu des armures assistées. Pour ma part, j'ai plutôt été convaincu, c'est très solide dans l'ensemble, notamment du côté de certaines créatures. En ce qui concerne les armures, j'ai envie de souligner combien il doit être difficile de rendre un tel équipement avec des effets pratiques et de trouver un compromis entre quelque chose qui semble vrai tout en étant fonctionnel, sans oublier le côté imparfait de ces équipements militaires. Quand je vois passer armure en carton ou autre, je me dis que c'est quand même injuste vis-à-vis du boulot énorme que ça représente, et même si on reste dans la subjectivité bien sûr. Du côté de l'ambiance sonore, la série va très largement piocher du côté des chansons des années 50 dont la plupart, voire toutes, je n'ai pas vérifié, sont directement utilisées dans les jeux Fallout. L'idée consiste bien entendu à souligner le décalage entre une forme d'optimisme ou de naïveté plus ou moins surjouée dans ces chansons et la cruauté du monde post-apocalyptique. Mes principales réserves portent sur le recours au hasard et autres rencontres ou retrouvailles fortuites pour réunir certains personnages au bon moment. On a l'impression que l'immensité dévastée se résume à quelques points références sur la carte, et si je peux comprendre une forme de clin d'œil à la structure de certains jeux vidéo, dans la série on a quand même des coïncidences d'itinéraires qui tombent un peu trop bien pour passer inaperçues. Il ne fait aucun doute que certains spectateurs seront mitigés sur le dosage de l'humour et sa tonalité, notamment dans les premiers épisodes. Je pense que l'humour correspond à celui des jeux, mais parfois j'imagine qu'on aurait pu aller vers un traitement un peu plus dramatique de certaines scènes, avec des personnages qui devraient être plus secoués qu'ils ne semblent l'être. Dans une interview, Kyle MacLachlan, l'acteur que j'adore par ailleurs, a remarqué que la juxtaposition entre l'humour un peu cringe et l'horreur lui faisait penser à Twin Peaks, ce en quoi il a totalement raison, même s'il s'agit d'une coïncidence créative et pas, je pense, d'une inspiration consciente ou réfléchie. Un Kyle MacLachlan que j'aurais aimé voir davantage d'ailleurs durant cette saison, mais voilà le moment parfait pour entrer dans le territoire hostile des spoilers. Et si vous ne m'y suivez pas, je vous rappelle que l'abonnement, le pouce en l'air et le commentaire sont les 3 mamelles mutantes de la survie dans la désolation atomique de YouTube. Bon, maintenant qu'on est en mode spoiler, je peux aussi souligner que c'est un petit crève-cœur de n'avoir Michael Emerson qu'aussi peu de temps dans la série. Et oui, l'acteur de Lost n'a rien perdu de son regard fascinant et de sa présence énigmatique. On se contentera aussi du plaisir de revoir Zach Cherry de Severance dans un rôle secondaire en espérant qu'une éventuelle suite parviendra à lui donner plus de place et surtout en croisant les doigts pour voir Severance saison 2 en 2024. Ne comptez pas sur moi pour dresser un catalogue des clins d'œil au jeu. Déjà, je n'y ai pas joué, comme je vous l'ai déjà dit, mais même si je suis renseigné sur la question, je trouve que les clins d'œil, c'est souvent plus sympa de les voir dans la série que d'en parler ensuite pendant très longtemps en vidéo. Ce qui est clair, c'est qu'une énorme connaissance des jeux s'est transmise dans la production de la série et que le respect pour le matériau d'origine se ressent fortement, ce qui bénéficie à tout le monde. Je vais juste souligner que la scène finale avec Hank McLean face à une ville est une référence très nette à New Vegas, sachant que beaucoup de joueurs, d'après ce que j'ai pu lire, considèrent Fallout New Vegas comme le meilleur opus de la saga. D'ailleurs, dans la scène de discussion entre dirigeants ou cadres supérieurs de toutes les corporations dans les locaux de Vault-Tec, on peut voir Robert House qui parle pour Robco et qui est le principal antagoniste
de ce Fallout New Vegas. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans la série, c'est la façon d'amener et de gérer les révélations sur les nombreux secrets des factions et abris. D'un côté, on apprend beaucoup de choses, mais de l'autre, certains éléments majeurs de Fallout sont encore passés sous silence, comme une substance mutagène notamment. Au final, même si Barbara Howard annonce l'intention de Vault-Tec de lancer ses propres têtes nucléaires pour assurer la domination capitaliste sur un monde dévasté, on n'a pas pour autant la certitude que les frappes effectives ont vraiment été lancées par l'entreprise. En effet, on peut se demander ce qui est advenu entre Barb et Howard après les découvertes de ce dernier. On peut deviner peut-être qu'Howard a été considéré comme un communiste et mis de côté, ce qui le force à animer des fêtes d'anniversaire pour vivre, mais on ignore ce qui est arrivé à Barb et pourquoi les frappes surviennent sans que leur fille, au moins, ne soit dans un des fameux abris réservés par la mère. Tout est fait pour nous donner envie d'une deuxième saison, et même si rien n'est encore officiel au moment d'écrire cette vidéo, j'ai l'intuition qu'on part clairement vers un renouvellement. Autre point intéressant, l'ambiguïté des héros, qui ne concerne pas que la Ghoul, bien sûr, anti-héros au mieux, mais aussi Maximus, au sujet duquel on s'interroge durant une bonne partie de la saison. A-t-il piégé la botte de son ami? Est-il uniquement un arriviste, sans boussole morale véritable? On ressent les tiraillements chez lui et la difficulté de se comporter comme on imagine qu'un chevalier devrait le faire. En prolongement de ce point, on remarque que les héros, entre guillemets, apportent souvent de la violence dans un lieu sans que cela n'arrange quoi que ce soit à la situation. Si la violence défensive est parfois indispensable, on a bien conscience qu'on ne peut pas juste désigner des méchants et leur taper dessus pour sauver le monde. On en a une belle illustration avec l'abri 4 qui a été repris par des mutants et autres gens de la surface et dont les bizarreries ne signifient pas pour autant qu'ils sont des ennemis à abattre ou des gens sans cœur, c'est même plutôt le contraire. Du côté de Cooper, on apprécie la révélation terrible quant à ce que Barb est capable d'imaginer et on se demande ce qui est arrivé exactement à leur fille, même si on imagine bien qu'elle est morte, sinon c'est elle que la Ghoul rechercherait sans relâche, non pas son épouse. J'ai trouvé assez astucieux aussi de jouer sur la nostalgie de Shady Sands, détruite par une bombe, alors qu'il s'agit, si je ne dis pas de bêtises, de la première ville trouvée à la surface par le joueur du tout premier opus de Fallout. Ainsi, la nostalgie de la découverte des joueurs vient se marier à celle des personnages pour ce paradis perdu. Autre clin d'œil particulièrement notable, et dans la même lignée, le code secret pour amorcer la fusion froide n'est autre que la date de sortie du premier jeu Fallout. J'ai aussi envie de souligner que la survie de Maximus, enfant dans un réfrigérateur, est certes une référence à une quête du jeu Fallout 4, mais que la quête en question est elle-même inspirée de la fameuse scène d'Indiana Jones et le crâne de cristal. Oui, vous savez, quand Indy survit une explosion en entrant dans un frigo vide, et scène qui est elle-même inspirée par une idée de George Lucas qui avait failli plus ou moins être utilisée dans Retour vers le futur de Robert Zemeckis. Entre l'enclave dont est issu le professeur Wilzig et tous ces gens de Vault-Tec qui se sont mis en hibernation, sans même parler d'un tas de factions non encore évoquées dans la série pour l'instant, on peut clairement s'attendre à des adversaires de beau calibre pour la ou les prochaines saisons. On notera bien sûr le propos de fond de cet univers qui souligne que la logique capitaliste poussée à son paroxysme aboutit à la destruction de la planète, ce que nous sommes littéralement en train de vivre actuellement. Mais que voulez-vous, il faut respecter les limites budgétaires et la libre concurrence, c'est plus important que de tenter de préserver un climat vivable. Avec la fusion froide, le passé avait une incroyable solution de progrès potentiel entre les mains, mais bon, le profit avant tout, puisque toute cette machine lancée vers un mur à pleine allure n'a plus de pilote depuis bien longtemps, si ce n'est le mythe de l'actionnaire et du sacro-saint dividende. Ne reste plus qu'à compter sur la modération et la sagesse de certains décideurs, mais en cela, rappelons-nous que lorsque Hank McLean perd le contrôle de sa femme qui emmène ses enfants loin de l'idéologie nauséabonde à l'origine des abris, sa réaction consiste à lancer une ogive nucléaire, simple, efficace. Évidemment, certains souligneront qu'il est douteux et cynique de proposer une critique aussi facile tout en fabriquant une série pour Amazon, les grands méchants. C'est l'éternel débat de la critique d'un système auquel on participe, bon gré mal gré, point souligné avec malice par la série elle-même lorsque les célèbres lettres Hollywood révèlent la signature « Sponsored by Nuka-Cola ». J'espère que la vidéo vous a plu, je vous invite à la soutenir si vous ne voulez pas finir dans des cuves expérimentales, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, sachant que cette semaine sortent au cinéma Civil War d'Alex Garland ou encore Monkey Man de Dev Patel. A très bientôt.